C'est le rêve de chacun d'avoir une médecine pour soi, quelque chose qui va vraiment pour lui ou pour elle. Le problème, c'est qu'on a juste acquis l'alphabet et maintenant on est en train d'essayer de faire des mots et même un langage et un vocabulaire avec cet alphabet. Dans mon travail en tant que médecin-chercheur, on est amené, on m'amène des cas qui ont un problème qu'il faut résoudre. On fait ce qu'on fait, le séquençage de l'exome. Parfois, ça amène la réponse pour ce patient, mais parfois, ça fait aussi amener d'autres réponses pour la famille. Dans les années passées, c'est très difficile de trouver un traitement exact pour une personne et maintenant c'est plus facile. Si nous avons trouvé tous les mots de l'alphabet comme ça, c'est plus facile de trouver s'il y a un traitement. Mais pour nous, parce que je suis oncogénéticien, est-ce que c'est nécessaire de trouver un risque plus précis pour cette personne? Si le risque est différent qu'avant, par exemple le risque pour le cancer du sein, c'est pas 10%, c'est 10% pour toutes les femmes. Mais peut-être pour une personne qui porte une mutation dans un gène, c'est 50%. 50% et c'était différent de 10%. Et cette femme peut-être décide de faire quelque chose de différent, le dépistage, la chirurgie préventive comme ça changeait le risque pour cette personne, ça changeait le mode de vie peut-être pour la personne. Et c'est pas seulement pour cette personne-là, parce qu'il y a sa sœur, peut-être sa mère et ses enfants qui peut-être portent un risque. Et c'est pas un gène maintenant. Dans les années passées, c'est un gène. Maintenant, c'est plusieurs gènes. Comme Nadia a expliqué, il y a plusieurs possibilités de trouver un risque plus exact. Par exemple, nous avons un exemple précis avec le docteur Fuchs, où on a eu une famille où on a découvert un gène, le BRCA1, qui était muté chez l'enfant. Donc, ça nous a amené à découvrir la mutation chez la mère, la prédisposition à un cancer pour la mère. Qu'est-ce qu'on fait avec cette information? C'est quelque chose de très grave. C'est un risque de mort réel pour la mère et Léissa. Donc, la patiente, c'était pas une patiente, c'était une maman au départ. Oui. Elle est devenue une patiente, elle avait accepté d'avoir ce retour d'information. Et c'est très intéressant parce que la mère de cette femme a eu un cancer de ovaire et est morte. Et dans notre clinique, nous n'avons pas eu un rendez-vous avec sa femme avant sa décédé. C'est pourquoi pour cette famille, ça change beaucoup et j'espère que ça réduit le risque d'avoir un cancer très très sérieux comme cancer des ovaires. Ça amène la prévention. Donc c'est des bénéfices. Mais est-ce que tout le monde veut avoir ces notions? Est-ce que tout le monde veut savoir? Et on va avoir de plus en plus des histoires comme ça. Et le but est que dans un futur très proche, avant même d'avoir accidentellement tombé dessus, de le faire de manière préventive, à travers. Mais ça pose énormément de problèmes d'éthique, des problèmes de coût et des problèmes d'assurance. Chaque ligne, c'est un génome. Et maintenant, on peut même faire des plaques avec 96 génomes en même temps. Le problème de coût est un problème qui est caduque, parce que les techniques de séquençage sont tellement utilisées que le coût a drastiquement réduit. Pour vous donner un exemple, le premier génome a été séquencé avec 2,3 billions de dollars. À l'heure actuelle, je séquence un génome avec une plus grande, avec à peine 1000 dollars. Et les coûts sont prévus à diminuer à 450. Donc, ce n'est pas un problème de coût. Non. Et je pense aussi, quand on vient à un moment où le problème a eu lieu, c'est-à-dire le cancer ou la maladie a eu lieu, la prise en charge, les médicaments à donner, les effets secondaires, les pertes de qualité de vie, et ça c'est énorme en tant que de coûts réels et de coûts pour la société. Et donc avoir une médecine préventive ne fera qu'alléger ces coûts de santé. C'est pas d'alternative. C'est pas possible de retourner dans les années passées. Parce que c'est sûr que, par exemple, le cancer des ovaires, le traitement n'a pas changé pour 30 ans. Pour le cancer du poumon, pour 5 ans, pour une personne de survivre pour 5 ans, c'est la même probabilité maintenant qu'il y a 30 ans. Mais avec le nouveau traitement, pour certaines personnes, avec le traitement nouveau qui est trouvé avec le séquençage, par exemple, la probabilité pour une personne d'avoir une mode de vie plus longue est élevée. En tant que clinicienne, moi, j'aime savoir quel est mon problème à la base. Une fois qu'on a ciblé ce problème, on peut penser au traitement. Mais si on ne sait pas ce qu'on cible, il n'y a aucun traitement qui sera jamais possible. Quand on ne traite pas, quand on ne sait pas, on ne peut pas traiter et ça coûte très cher à la société. Que ce soit dans la prise en charge des malades ou dans la perte pour la société en elle-même. Et donc, c'est des coûts qui vont être rattrapés. Donc, à mon avis, c'est une illusion qu'on va avoir des coûts plus importants. Au contraire, je pense parce qu'on va mieux cibler et de plus en plus cibler et voir qu'est-ce qui marche réellement et qui ne marche pas. On va pouvoir faire des choix de santé très efficaces
pour le bien-être des patients, parce que c'est ça qui compte en premier. C'est le problème pour nous et toutes les maladies sont maintenant rares. Toutes les maladies sont rares parce que chaque maladie, il y a 10 types ou centaines de types de maladies dans ce type. Cancer du sein, ce n'est pas une maladie. C'est une maladie rare parce que le type que peut-être sa femme a eu, c'est une neuroendocrine, c'est rare. C'est offrir aux gens ce qu'ils doivent avoir quand ils doivent l'avoir. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est vraiment un énorme bond en avant. You like it?